Je reçois à présent l'invitée du jour, Sarah Schifferling, pour sa chronique sur le droit du travail. Voilà, Sarah Schifferling est à présent à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors c'est aujourd'hui la dernière chronique de l'année, avant la fin de la saison. Une chronique un peu particulière puisque nous avons choisi de répondre à des questions de téléspectateurs, des questions qu'ils se posent. Et ça commence donc avec Karine qui est vendeuse en magasin. Et son patron lui a fixé de nouveaux objectifs qu'elle juge inatteignables. Et lorsqu'elle proteste, elle se retrouve sur un autre poste à l'accueil. Ça lui pose problème puisqu'elle ne touche plus de commission en étant à l'accueil. La question, c'est est-ce que son employeur avait le droit d'agir ainsi ? Alors il faut répondre à Karine qu'il faut qu'elle regarde ce qui figure dans son contrat de travail parce que c'est le contrat de travail qui fait la loi entre les parties. Ça signifie que si le contrat prévoit qu'elle est vendeuse et qu'elle a des commissions, l'employeur ne peut pas l'affecter à un autre poste où elle n'aurait plus ses commissions, ou il l'affecte à un autre poste mais il lui paye quand même la même rémunération, sans quoi c'est considéré comme une rétrogradation et elle peut aller au conseil de prud'homme. Par contre, si dans son contrat de travail il n'est pas indiqué expressément qu'elle est vendeuse et qu'elle a droit à des commissions, eh bien non seulement elle ne peut pas les réclamer, mais l'employeur, lui, ne peut pas lui demander d'atteindre des objectifs qui ne sont pas prévus au contrat de travail. Donc, il faut regarder son contrat de travail. Il faut regarder le contrat de travail. Tout à fait. Ensuite, nous avons Samuel qui est salarié dans les bâtiments travaux publics. Il est sous la convention collective du bâtiment et dans le cadre de son travail, son employeur lui demande de venir plus tôt pour aller chercher un véhicule au siège de l'entreprise et se rendre ensuite sur des chantiers. Ça lui prend pas mal de temps donc, de se rendre sur ces chantiers et Samuel se demande si ce temps de trajet, est-ce que c'est du temps de travail effectif? Il faut préciser qu'il ne se fait pas payer ses heures de trajet. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Que Samuel a des raisons de s'interroger, parce que c'est souvent le cas dans les travaux publics, l'employeur fait croire aux salariés que le temps pour se rendre sur le chantier est à leur charge, ce qui n'est pas le cas. Il faut savoir que le temps de travail effectif, c'est le temps où le salarié est à disposition de l'employeur et doit effectuer une prestation pour cet employeur. Ce qui veut dire que le temps que vous passez pour aller jusqu'à votre lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif. Par contre, pour vous déplacer sur les chantiers à compter du siège de la société, eh bien vous êtes à disposition de l'employeur, donc c'est du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans la convention collective du bâtiment, il y a ce qu'on appelle des indemnités de déplacement qui sont prévues, qui sont à payer en plus du temps de travail effectif. Donc, il y a l'indemnité de panier, il y a l'indemnité de transport qui est une indemnité qui est due si l'employeur ne vous fournit pas un moyen de transport, c'est-à-dire si vous prenez votre véhicule personnel. Ce n'est pas le cas de Samuel puisqu'apparemment il a une voiture, un véhicule pour aller sur les chantiers. Par contre, les salariés ont droit à une indemnité de trajet qui les indemnise du fait de devoir se déplacer sur un chantier. Et ces indemnités-là sont déterminées annuellement par les partenaires sociaux. C'est une annexe à la convention collective et c'est des montants qui sont déterminés en fonction de la distance entre le siège de la société et le chantier. Donc Samuel a raison de s'interroger sur son temps de travail. Il faut qu'il vérifie également qu'on lui paye bien ses indemnités de déplacement. D'accord, bon, ça va lui faire plaisir, alors il a le droit à plus que ce qu'il obtient. Patrick à présent, Patrick travaille en boulangerie. Sa boulangerie a été rachetée par un nouveau propriétaire et ce nouveau patron envisage de changer les horaires de travail de Patrick. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal de changer les horaires? Alors, je vais commencer par le début. D'abord, le transfert d'entreprise. Si une entreprise est rachetée, ça n'a aucune conséquence normalement sur les contrats de travail. C'est-à-dire que le salarié conserve son ancienneté, conserve son statut, son poste, sa paye, etc. S'agissant des horaires de travail, ça dépend ce que l'employeur veut, le nouvel employeur veut effectivement changer. Si le salarié est à 35 heures ou à 20 heures, un volume de travail bien déterminé et que le nouvel employeur ne veut pas qu'il vienne travailler de 8 heures à midi, mais plutôt de 9 h à midi, puis de 14 h à 16 h, il n'y a normalement pas de difficulté. Le salarié ne peut pas le refuser parce qu'on considère que c'est une modification juste des conditions de travail.
Par contre, si l'employeur veut changer le volume horaire, c'est-à-dire qu'on est à 35 heures et que le nouvel employeur nous dit ben non, écoutez, moi j'ai besoin que de vous pendant 10 heures, là, ça peut s'apparenter à une modification du contrat de travail parce que ce sont des éléments essentiels du contrat, parce que ça joue aussi sur la rémunération. Et là, l'employeur est dans l'obligation de suivre une procédure en disant au salarié, voilà, je veux vous diminuer votre nombre d'heures de travail, ça aura telle conséquence. Et si le salarié refuse, l'employeur n'a que deux possibilités, soit il laisse le salarié dans la situation dans laquelle il est, soit il le licencie, mais il ne peut pas le licencier pour refus de modification de son contrat, il est obligé de le licencier pour le motif économique qui était lié à cette modification. C'est-à-dire que si l'employeur veut vous passer de 35 heures à 15 heures, il doit justifier de la raison pour laquelle, des motifs économiques, de la raison pour laquelle il voulait diminuer ce temps de travail. Et si l'employeur n'a pas de bonne raison, vous pouvez aller devant le conseil de prud'homme pour faire requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc Patrick doit voir s'il s'agit d'une modification importante s'il s'agit d'une modification du volume de travail ou pas. Et pas juste les horaires en fait. Pas juste les horaires, à moins, il y a une petite exception, qu'on vous passe en horaire de nuit ou qu'on vous passe en horaire discontinu, c'est-à-dire on vous demande de venir 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, alors qu'avant vous aviez des horaires continus et que ça porte atteinte à votre vie familiale, que vous ne puissiez plus récupérer vos enfants à l'école, enfin qu'il y ait des atteintes plus importantes à votre vie familiale. Mais sinon, la modification des seuls horaires n'est pas une modification du contrat de travail. Emmanuel à présent, Emmanuel qui travaille en intérim, il travaille pour la même société depuis pas mal de temps, plusieurs années en fait. Et Emmanuel aimerait réclamer un CDI à la société d'intérim, pardon, je me trompe, à la société qui l'emploie à travers l'intérim. Est-ce qu'il en a le droit ? Alors Emmanuel a deux possibilités. Il peut demander, en fait il y a deux cas de requalification. Il y a la requalification par rapport à la société d'intérim. Si la société d'intérim ne vous délivre pas le contrat dans les 48 heures légales, ou si les mentions qui sont portées sur le contrat sont inexactes en matière de motifs de recours, etc., on peut demander à avoir un CDI par rapport à la société d'intérim. Mais généralement, ce n'est pas ce qui arrange les salariés. Les salariés, ce qu'ils veulent, c'est, je suppose, le cas d'Emmanuel, c'est de continuer à travailler dans la société, on appelle ça l'entreprise utilisatrice. Donc, on a la possibilité de demander une requalification par rapport à l'entreprise utilisatrice. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de contrat, c'est un problème de mise à disposition, enfin de travail permanent dans l'entreprise. Parce que la société n'a pas le droit de faire appel à des intérimaires pour pourvoir un poste permanent. Donc, si Emmanuel travaille au même poste depuis des mois et des mois, voire des années, il peut faire requalifier par le conseil de prud'homme sa demande en disant « Voilà, moi j'ai toujours été au même poste, j'estime que c'est un poste permanent de l'entreprise et je demande à avoir un CDI ». Le seul problème est que lorsque le salarié saisit le conseil de prud'homme et qu'il demande la requalification en CDI, souvent les entreprises utilisatrices mettent fin au contrat. Ça veut dire qu'on a une décision du conseil de prud'homme qui dit qu'on est en CDI quand le salarié ne travaille plus dans la société. Et le salarié n'a pas un droit à obtenir un CDI. Ça veut dire que le conseil de prud'homme vous dit oui, votre contrat doit être requalifié en CDI. Vous avez droit au salaire que vous auriez perçu sur toute la période à temps complet. Si vous avez travaillé que 140 heures, vous avez le droit à la différence entre les 140 heures et les 151 heures si vous étiez à disposition de l'employeur pendant cette période-là. Mais si le contrat de travail est rompu, eh bien, vous avez droit à des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts, mais vous n'avez pas un droit à réintégration dans la société parce que le conseil de prud'homme vous dit que vous êtes en CDI. Donc, il faut bien réfléchir avant de demander la requalification, surtout quand on est encore en poste. François aussi qui se pose des questions. François est salarié en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Il vient d'être reconnu invalide par la CPAM. Est-ce qu'il a des démarches à effectuer auprès de son employeur ? Oui, parce que l'invalidité ne veut pas dire inaptitude. Ça veut dire
que la première chose à faire, c'est d'informer son employeur de sa mise en invalidité, parce que ça peut avoir des conséquences sur les indemnités de préavis et les indemnités de rupture. Ensuite, il faut dire à son employeur, parce que généralement, quand vous êtes invalide, la CPM vous dit à partir de telle date, je ne vous paye plus les indemnités journalières. Mais le fait que la CPM ne vous paye plus les indemnités journalières ne signifie pas que vous êtes licencié automatiquement. Donc, le salarié doit dire à son employeur qu'il est invalide, doit lui dire qu'il n'est plus en arrêt maladie et demander à l'employeur d'organiser une visite de reprise. Et une fois cette visite organisée, c'est le médecin du travail qui indique si le salarié est apte ou inapte. Si le salarié est apte, il peut être invalide et apte à certaines tâches, et bien le salarié doit retourner travailler. Si le médecin du travail dit que le salarié est inapte, l'employeur doit le licencier pour inaptitude, sachant que s'il ne le licencie pas dans le mois suivant l'avis médical, il doit reprendre le paiement du salaire. Et cette mise en place, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui pensent qu'à partir du moment où le salarié est invalide, de toute façon, il est inapte. Ce n'est pas le cas. Il faut que ce soit déterminé par le médecin du travail pour faire courir les délais légaux. Un salarié en litige avec son employeur, il s'agit de Martin, en litige au sujet d'heures supplémentaires non payées. L'employeur de Martin lui propose une rupture conventionnelle. Mais la question que Martin se pose, s'il accepte cette rupture conventionnelle, est-ce que ça signifie qu'il renonce à ses droits de se faire payer ses heures supplémentaires? Alors clairement non. La rupture conventionnelle, c'est un acte qui est fait pour rompre le contrat. Ça veut dire que si le salarié signe cette rupture, il ne pourra pas, sauf si on l'a forcé à signer cette rupture, mais elle va quand même à l'inspection du travail, donc il a un délai de réflexion, et si on l'a vraiment forcé à signer une rupture, il peut revenir en arrière. Mais en tout cas, la rupture conventionnelle ne fait que rompre le contrat. Ça veut dire que le salarié peut la signer, il ne pourra plus demander ni d'indemnité de préavis, ni de dommages et intérêts. Par contre, toutes les sommes liées à l'exécution du contrat de travail, il pourra les réclamer devant le conseil de prud'homme. Il n'y a que la transaction qui met fin à tout litige, mais la transaction, c'est une autre procédure, c'est un autre formulaire dans lequel le salarié renonce expressément à toutes les demandes qu'il pourrait formuler à l'encontre de son employeur. Mais en tout cas, la rupture conventionnelle, elle ne fait que rompre le contrat. Par la suite, donc, il peut continuer à réclamer le paiement de ses heures. Tout à fait. Voilà. Et puis on termine avec une femme, cette fois-ci, Sylvie, qui a été licenciée. Elle n'a toujours pas obtenu ses documents de fin de contrat. Et malgré les relances qu'elle fait auprès de son employeur, l'employeur ne lui envoie rien. Que peut-elle faire pour obtenir tous ces documents ? Alors, il faut d'abord dire à Sylvie qu'il y a certains documents qu'elle ne peut pas forcément réclamer par voie postale. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des documents comme l'attestation Pôle emploi que l'employeur doit envoyer. Ce sont des documents qui sont portables. D'autres documents comme la fiche de paye, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte sont des documents quérables, c'est-à-dire que l'employeur peut demander à la salariée de venir les chercher. Généralement, quand la salariée les demande, l'employeur lui envoie le tout en courrier recommandé, comme ça la situation est claire. Si la salariée ne les obtient pas, elle peut saisir le conseil de prud'homme pour demander la délivrance des documents, avec des dommages et intérêts pour non-délivrance des documents, si elle les a réclamés déjà plusieurs fois par courrier. Ça peut avoir des conséquences importantes, parce que depuis une loi récente, l'employeur doit mentionner la portabilité de la complémentaire sur le certificat de travail. Et si ce n'est pas le cas et que la complémentaire radie par exemple la personne qui souhaitait en bénéficier, eh bien elle peut réclamer des dommages et intérêts parce que l'employeur l'a privée de cette possibilité parce qu'il ne lui a pas indiqué la portabilité de la prévoyance. Donc la délivrance des documents, c'est très important et il ne faut pas hésiter à saisir le conseil de prud'homme si jamais ils ne sont pas délivrés dans les délais. Très bien, merci beaucoup. Bon, on espère que ces conseils pourront éclairer ces téléspectateurs, d'autres personnes aussi concernées par le même genre de problème. Merci encore, Sarah Schifferling. Merci à vous. Avant de refermer ce journal, je vous annonce la suite des programmes. Dans Chiennes de vie, nous vous présenterons un centre d'entraînement pour chiens de surveillance. Voilà, TV8 Info, c'est fini pour aujourd'hui. Lundi, vous retrouverez Camille Bazin à la présentation pour la dernière semaine de la saison avant les grandes vacances. Merci de votre fidélité, je vous souhaite un très bon week-end.